Bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes. Cécile Duflot est toujours avec nous. Rebonsoir et merci d'être avec nous. Vous êtes la directrice générale d'Oxfam France. On rappelle que vous avez été ministre en France, notamment en charge du logement. Avec nous également Patrice Ferrus. Bonsoir. C'est la chronique à vrai dire qui est exceptionnellement dans cette deuxième partie. Cécile Duflot, aujourd'hui les 1% les plus riches de la planète, vous nous le rappelez à Oxfam, possèdent la moitié des richesses du monde. Alors pour nous alerter, Oxfam a réalisé cette expérience sociale, je vous laisse découvrir. Ouh là là, non, je vous arrête tout de suite, la table est réservée, désolé. Et c'est réservé aux riches, vous comprenez? Donc si je peux voir votre feuille d'impôt, vous pouvez rester. Vous n'avez pas l'air riche, hein. Loin de moi l'idée de porter un jugement de valeur. Hein. Et votre tenue, ça va pas le faire. Hein. Là, madame, c'est limite. Je suis désolé. Le maquillage, tout ça, c'est vraiment pas... ça va pas le faire. You don't seem very rich. Je vous en prie, monsieur. Vous pouvez m'aider à le faire partir? Merci. Mais c'est nouveau ça, le club des 1% de quoi? Je comprends pas là, de quoi vous me parlez. Si, vous voyez très bien de... Je vais pas partir là, monsieur. Calmez-vous, calmez-vous. Vous êtes pauvre, ne soyez pas en plus ridicule. Mais vous vous rendez compte de ce que vous dites? Pas comme ça. Je ne vous ai pas agressé. Je vais même pas appeler la police, je vais aller les voir tout de suite, je vais revenir Pas de avec problème. On marche sur la tête du club. Alors je sais pas, les gens ça leur parle le club, vous savez, ou le club. Allez, excusez-moi. Alors voilà, le club. Monsieur fait partie du club visiblement. Monsieur fait partie du club, visiblement. Bon, Cécile Duflot, l'humour peut s'avérer très efficace. Là, ça marche. Mais une fois qu'on a montré cela, que fait-on pour un meilleur partage des richesses? Ça fait des années, voire des décennies qu'on évoque ces proportions effarantes. Mais justement, alors, les proportions sont effarantes, mais elles ont augmenté. Et notamment de façon complètement étrange après la pandémie. C'est-à-dire que la pandémie a bénéficié aux plus riches, alors même qu'elle a basculé dans encore davantage de pauvreté une partie de la population mondiale. Donc il faut d'abord comprendre ce que ça signifie. Ce que ça signifie que la moitié des richesses soit réservée à 1% de la population. Ce que ça signifie qu'il y ait beaucoup plus de milliardaires en France et dans le monde ces 20 et ces 10 dernières années. C'est une réalité qui n'est pas une fatalité. C'est-à-dire que en fait, ça arrive parce que les choix fiscaux, parce que la tolérance à la fraude fiscale, parce que les décisions de diminution des taux d'imposition ont permis que ces richesses s'accumulent. Ça évolue quand même, hein. Les GAFAM, les grands groupes, les géants du web vont être taxés. Alors il y a quelques petites avancées, mais ces petites avancées, elles n'ont pas du tout permis d'endiguer la tendance. Et si on va un pas plus loin, on se dit qu'en fait on est dans un modèle de développement, un modèle économique qui à la fois est extrêmement destructeur de la planète et du climat, et qui aussi aggrave les inégalités au profit des ultra riches. Et donc, ce que nous souhaitons dire avec Oxfam, c'est que cette situation-là, c'est pas une fatalité. Si on décide par un changement des règles fiscales, notamment, qu'on peut provoquer et produire davantage de redistribution, c'est tout à fait possible. Mais d'abord, il faut comprendre cette réalité-là parce qu'elle est souvent dissimulée par un discours, d'ailleurs, qui vise à faire croire que les pauvres, c'est de leur responsabilité. Mais il faut savoir qu'en France, il faut 6 générations pour sortir de la pauvreté, mais à l'inverse, la moitié des milliardaires le sont uniquement par héritage. Voilà pour ces inégalités. D'ailleurs, en France, il y en a aussi, vous l'avez dit, et vous avez écrit une lettre à Emmanuel Macron il n'y a pas si longtemps pour lui demander de les faire reculer. Son quinquennat touche à sa fin, la présidentielle c'est l'an prochain. Comment jugez-vous son bilan ? Le bilan, c'est pas, on peut le juger, mais le regarder sur la base des chiffres, et notamment de ceux qui ont été publiés par l'INSEE, il montre que la pauvreté a augmenté, que les inégalités se sont accrues. Mais sans le chômage partiel, ça aurait été pire, parce que là, c'est ça qui est intéressant. On est un des pays du monde. Vous dites, sans le chômage partiel, ça aurait été pire. C'est une évidence, et c'était une bonne décision. Mais ça prouve que si on veut agir, en fait, on peut. On est un des pays du monde qui a effectivement évité qu'une partie de la population bascule totalement dans la grande précarité. C'est aussi la leçon de la crise de 2008, parce qu'un pays qui est aussi désagrégé, c'est un pays qui est vulnérable. La situation aux États-Unis a montré que quand vous laissez ces inégalités prospérer, vous avez, puisque c'est ce qui s'est passé avant la pandémie, depuis 3 ans, l'espérance de vie aux États-Unis est en recul. Pourquoi ? À cause d'une épidémie d'overdose d'opiacés et de suicide. C'est vraiment des maladies, entre guillemets, de la désespérance sociale. Donc une société peut être minée par les inégalités, c'est pas Oxfam ou des ONG qui le disent, c'est aussi le FMI et la Banque mondiale qui considèrent que c'est le principal risque de violence dans une grande partie des pays. Alors vous avez, vous avez déclaré, j'ai tourné
la page politique, mais ça ne veut pas dire que je vais la dénigrer ensuite. Je crois en l'action politique. Quel candidat allez-vous soutenir à la présidentielle? Yannick Jadot? Je suis directrice donc d'une ONG qui est une ONG engagée, qui est une ONG qui veut transformer la situation et lutter contre les inégalités, mais qui n'est pas partisane, c'est-à-dire qui ne participe pas au soutien ou à la campagne de tel ou tel candidat. Mais la citoyenne, est-ce qu'elle estime avoir un candidat qui convient à ses idées ou une candidate? La citoyenne, comme chaque citoyen, elle essaiera de voter en concordance avec ses idées. Il n'y a pas tellement priorité à quel sujet? Les inégalités, on a compris, l'écologie. Ma conviction personnelle et la conviction que je défends avec Oxfam aussi, c'est que si on ne lit pas les questions sociales et les questions environnementales, on se trompe. C'est-à-dire qu'on n'arrivera pas à lutter contre la crise sociale et l'aggravation des inégalités si on ne s'attaque pas à un modèle qui est un modèle destructeur de l'environnement et réciproquement. Donc il faut lier ces deux sujets. Mais votre cœur est toujours vert. Vous êtes toujours d'ailleurs à Europe Écologie Les Verts. Je ne vous ai pas posé la question. Est-ce que je suis toujours écologiste? Oui. Est-ce que la citoyenne a sa vie de citoyenne? Ça me regarde. Est-ce que la directrice générale d'Oxfam s'exprime dans le cadre du débat politique et nous dialoguons? Et d'ailleurs, vous parliez du quinquennat. On a eu un dialogue régulier avec le président Emmanuel Macron sur la question des vaccins. On s'est félicité qu'il change d'avis. Sur d'autres sujets, on a été beaucoup plus critiques. Mais la citoyenne Cécile Duflot, il y a quand même une tendance. On parle désormais d'écologie pragmatique et d'écologie radicale. Ça s'est vu avec Sandrine Rousseau et Yannick Jadot. On a même parfois dit les écologistes, ils sont bons, mais c'est une machine à perdre. Alors vous êtes plutôt quelle tendance en fait? Alors la citoyenne Cécile Duflot a fait une chronique sur une radio le matin qu'on peut retrouver où je dis que l'écologie n'a pas besoin d'adjectifs en fait et que c'est une espèce de débat sans fin de vouloir essayer de coller des étiquettes. Le sujet, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait. Il y a 3 secteurs dans lesquels il faut agir si on veut lutter contre la crise climatique. C'est 1, l'agriculture, 2, les transports, 3, les bâtiments et en France, particulièrement la question financière puisque 3 banques françaises sont parmi les 20 plus grandes banques du monde et l'impact des banques aujourd'hui, il est, par ses choix d'investissement et financement, il est décisif. Donc l'écologie, c'est l'action en fait. C'est moins de vocabulaire et plus d'action. Est-ce que c'est l'union aussi? Vous pensez qu'Yannick Jadot peut faire l'union à gauche? Vous savez, vous pouvez... Alors, il se trouve que j'ai été longtemps une femme politique. Et je sais ce que c'est que la langue de bois, c'est-à-dire faire semblant de répondre à une question tout en ne répondant pas. Et je déteste faire ça, je détestais déjà avant. Donc la citoyenne ne vous répondra pas sur ce qu'elle pense de ce qu'il faut faire politiquement. Alors, une autre en politique, Emmanuel Macron a été selon vous le président des riches? Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, là, pour le coup, les chiffres sont très clairs aussi. Les 10% les plus riches ont davantage bénéficié des mesures de redistribution fiscale du quinquennat de façon très, très nette. Donc, techniquement, j'allais dire, c'est une évidence. Et il a bénéficié aux 10% les plus riches de ce pays. Alors, ce qui suit va sans doute vous intéresser, évidemment. Il est question de la politique française à l'approche de la présidentielle. Patrice, vous êtes intéressé à une question qui a beaucoup fait parler en France. Il s'agit d'état civil à travers le choix des prénoms donnés aux nouveau-nés. Oui, c'est l'une des marottes du polémiste Éric Zemmour qui veut des prénoms français ou francisés aux descendants d'immigrés. C'est pour lui un signal clair de loyauté envers la France. Il s'en réfère pour cela à une vieille loi napoléonienne, abrogée selon lui en 1993. Écoutez, c'était le mois dernier chez nos confrères de RTL. C'est une loi qui a été établie en 1803. Qui a fonctionné parfaitement pendant un siècle et demi. Et c'est comme ça qu'Aldo Platini, qui vient à Paris, appelle son fils Michel. Il ne l'appelle pas Michele. Alors l'exemple est vrai, mais la loi de 1803, ce n'est pas ce qu'elle dit, selon le spécialiste des patronymes Baptiste Coulmont. Il est auteur de ce livre, Sociologie des prénoms. Écoutez. La loi de 1803, donc la loi du 11 germinal en 11, c'est une loi napoléonienne qui vise à interdire les exubérances révolutionnaires autour des prénoms. Exubérance révolutionnaire, pardonnez-moi, j'ai jamais entendu, Patrice. Alors, autrement dit, Napoléon Bonaparte voulait surtout contrer l'émergence de prénoms à connotation politique comme liberté ou révolution qui étaient apparus à l'époque. Nous sommes, rappelons-le, presque 15 ans après la révolution de 1789. Et hormis ce point, Patrice, comment la loi de 1803, justement, entendait-elle l'attribution de prénoms, encadrait-elle, pardon? Oui, eh bien écoutez, regardons précisément ce que dit son article 1. Les noms en usage dans les différents calendriers et ceux des personnages connus de l'histoire ancienne pourront seuls être reçus comme prénoms sur les registres de l'état civil. Il est interdit aux officiels publics d'en admettre
aucun autre dans leurs actes. L'emploi de l'expression « différents calendriers » au pluriel indique que le calendrier des saints chrétiens ne suffit pas. Il ne pouvait pas, déjà à l'époque, être la seule référence en la matière. Et vous avez parlé au début de cet entretien, Patrice, d'une loi de 1993, beaucoup plus récente donc que celle de 1803, selon Éric Zemmour, c'est ça? Oui, nous développons cette question dans la version intégrale du « à vrai dire » de la semaine, mais grosso modo, il y a d'un côté la loi de 1803 et cette loi de 1993 de l'autre, qui vient confirmer ce processus d'assouplissement de la réglementation sur les prénoms. Un assouplissement qui, vous allez le voir, s'est déroulé dans l'intervalle, avec en 1966 une instruction ministérielle et en 1981 cet arrêt de la Cour de cassation qui consolide la jurisprudence. À vrai dire, on vous retrouve sur les réseaux sociaux. Patrice, Oui. plus longuement, à la semaine prochaine. Merci. Beaucoup. Cécile Duflot, on parlait tout à l'heure de Nathalie Tutzmann qui s'était entendue dire, en gros, chef d'orchestre, qui n'y arrivera jamais. Un enfant né en France aujourd'hui, qui a un prénom qui n'est pas entre guillemets français ou francisé, on imagine les dégâts que ça peut faire dans sa tête. D'entendre ça? Alors, en fait, moi, vous savez, je crois qu'il ne faut pas tomber dans les panneaux. Et donc, je veux rappeler qu'est-ce que c'est qu'un prénom. Un prénom, c'est un moment magique. Un prénom, ça se donne dans les heures ou les jours qui suivent la naissance. Parfois, un prénom, on le prépare quand le bébé est dans le ventre de sa maman. Donc, c'est quelque chose de très précieux et c'est quelque chose qu'on donne à son enfant, un lien qu'on tisse. Je posais la question avant en disant, est-ce que vous savez le prénom que vos parents vous auriez donné si vous aviez été une fille? Enfin, comment on peut abîmer cette chose-là? C'est très joli, en fait. Et par ailleurs, la force du prénom, c'est qu'il résiste à tous les faux débats. Donc, je veux repenser, en fait, à cette chose extrêmement précieuse qui se tisse entre un nouveau-né et ses parents. Mais il n'est pas candidat, mais il vous fait peur, Éric Zemmour? Qu'est-ce qui vous inspire? En fait, le fait d'avoir pris un peu de recul, on regarde les choses avec un peu plus de distance et on se dit, ah ben voilà, en fait, il faut... Mais je le dis pour vous aussi, il faut un espèce de joujou, quoi. Et ça fait joujou. Et ce que je trouve terriblement triste, c'est que je crois qu'une partie des journalistes ont peur que parler de sujets sérieux, on parlait tout à l'heure de la politique française au Sahel, ça soit ennuyeux, que ça fasse moins d'audience et que comme vous avez la pression sur il faut que ça marche, prenons les sujets qui entre guillemets, font de l'audimat et de l'audience. Sauf que je suis... aussi parfois. Oui, La mais preuve. le problème, c'est qu'en fait, vous pouvez inventer tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que, je sais pas moi, on peut imaginer des débats sur à peu près tout. On peut imaginer qu'il faut, si on peut changer les prénoms, on peut aussi décider que les femmes doivent avoir l'obligation de s'épiler. Tiens, moi je vais lancer un débat sur l'obligation de l'épilation. Allez hop, Et à tous les coups, ça peut fera le durer. buzz, ouais. Ah bah oui, parce qu'il y a des gens qui vont dire, mais qui vont s'indigner en disant, mais moi je veux garder mes poils. On peut avoir un débat sur la façon dont vous devez tailler votre barbe. On peut avoir des débats sur tout et n'importe quoi. La question c'est, est-ce que ça a un impact sur le monde réel, la vie réelle? Et un enjeu qui est un enjeu vital pour l'humanité. On est dans une décennie critique, c'est-à-dire que le ou la prochaine présidente de la République va devoir gérer un enjeu qui est un enjeu vital pour l'humanité et dans lequel la France a une responsabilité importante. Elle vient d'être condamnée dans le cadre de l'affaire du siècle. Franchement, ça mérite de débattre parce que, pour le coup, et c'est l'écologiste qui le dit, si on veut coller à l'accord de Paris, ça va singulièrement bousculer nos modes de vie. Et il y a matière à discuter sur la question des transports, sur comment on a une politique massive d'isolation, comment on la finance, qui sera formé pour travailler. Enfin, je veux dire, il y a des vrais gros dossiers sur lesquels, là, pour le coup, il y a matière à débattre. Et peut-être que, en fait, lancer des polémiques là-dessus, ça évite d'avoir à répondre sur les vrais sujets. Vous savez, ça me fait totalement penser à ceux qui appellent leur lycée les jours où ils ont un DS qu'ils n'ont pas envie de faire et flippent parce qu'ils n'ont pas révisé pour faire une alerte à la bombe et que tout le monde descende dans la cour de récré. Ben, c'est la même chose, en fait. C'est très facile pour certains politiques de faire une fausse alerte à la bombe pour éviter d'avoir à creuser les sujets les plus sérieux et les plus difficiles. Faire diversion. Restez avec nous, Cécile Duflot. Merci beaucoup, Patrice, pour cette chronique. À vrai dire, Pascal Bourgault va nous rejoindre pour la chronique culture. On va commencer par un extrait de ce film muet signé Alice Guy. C'était tourné aux États-Unis en 1912.
Bonsoir Pascal. Bonsoir Pourquoi Mohamed. avoir choisi de nous montrer ce film? Eh bien, bonsoir Cécile Duflot. Pourquoi avoir choisi ce film? Eh bien, parce qu'il a été réalisé par Alice Guy, que vous ne connaissez pas, et c'est tout à fait normal. Personne ne la connaît, elle est tombée dans les oubliettes de l'histoire, et pourtant, et je sais que vous en avez un peu assez, nous aussi, des premières femmes qui, mais là, il faut le dire, c'est la première réalisatrice de cinéma dans l'histoire du cinéma, et la première femme qui a réalisé un film de fiction avec des acteurs noirs à l'époque. Elle devait engager ces acteurs qui étaient blancs et qui ont refusé de jouer avec des acteurs noirs. Exceptionnel. Et donc elle a dit, ah ben tant pis, moi je fais mon film qu'avec des acteurs noirs. Elle est française, mais elle a créé des studios. En 1912, nous sommes aux États-Unis, et donc le film fait un peu scandale, mais elle le fait. Alors, pour se replonger dans la vie de Alice Guy, il y a deux choses. Il y a une exposition au musée d'Orsay, qui s'appelle Enfin le cinéma, qui revient sur les origines du cinéma, avec Méliès, avec les frères Lumière, avec la peinture, la photo, et Alice Guy, certains films sont visibles là. Et puis il y a une deuxième chose que vous devez absolument faire, c'est lire cette bande dessinée signée José-Louis Bocquet et Catel. Alice Guy, c'est extrêmement bien documenté, il se base sur des documents inédits qui ne sont jamais sortis. C'est très très bien raconté, très bien dessiné bien sûr. Et nous avons rencontré la dessinatrice, Catel, dans le musée, dans l'exposition. Je vous propose de regarder notre sujet. Aux origines, rares sont ceux qui voient dans le cinéma un nouvel art qui va révolutionner le XXe siècle. Parmi ces visionnaires, une femme, elle s'appelle Alice Guy. Voilà la mise en place de la fameuse scène qu'on voit sur l'écran, où Alice, qu'on reconnaît de dos avec son petit chignon, est en train de diriger l'équipe du groupe qui va chanter. Et Alice est la première à avoir l'idée de faire filmer son travail, ce qui fait que ça va être un document extrêmement précieux qui va beaucoup me servir pour la bande dessinée. Une bande dessinée qui raconte l'incroyable parcours de cette jeune femme qui s'impose parmi les inventeurs du cinéma moderne. Alice Guy est vraiment la toute première réalisatrice de l'histoire du cinéma, c'est-à-dire qu'elle arrive vraiment en même temps que les frères Lumière et que Méliès, mais elle arrive par une petite porte, parce qu'elle arrive pour gagner sa vie, et elle est engagée dans la société de Léon Gaumont comme secrétaire. Avant tout le monde, Alice Guy comprend que le cinéma va séduire de plus en plus de public, car il permet de raconter des histoires. Alors Alice Guy est non seulement pionnière du péplum, mais elle est aussi pionnière de la série, puisque Sa vie du Christ sera en une quinzaine d'épisodes, de fragments assez courts, parce que c'est à peu près 5 minutes, mais ça lui permettra de raconter une longue histoire, la Passion du Christ, et ça sera un grand succès qui va rapporter beaucoup d'argent à Léon Gaumont. Alice Guy est aussi la première réalisatrice féministe de l'histoire du cinéma. C'est pas seulement qu'elle soit la première femme, la première réalisatrice, c'est surtout qu'en plus, c'est une sacrée réalisatrice qui a un regard extrêmement singulier, pertinent et assez féminin, avec des personnages féminins toujours forts qu'on va retrouver dans tous ses films, même plus tard aux États-Unis. L'exposition du musée d'Orsay rend hommage à Alice Guy et tous les autres précurseurs du 7e art. Voilà, ça vous étonne, cet oubli de l'histoire ? Ça m'étonne pas parce que c'est toujours comme ça. Et j'ai 46 ans et je me rends compte à quel point j'ai grandi dans un monde où il n'y avait pas de femmes qui avaient fait des trucs. Parce que les réalisatrices, les biologistes, les mathématiciennes, en fait... Marie Curie, Pierre-Marie. Oui, c'est ça. Mais Marie Curie, il y a aussi toujours ces Pierre et Marie Curie. Ouais, on dit souvent ça. Je suis tombée dans le panneau. Exactement. Mais Rosa Bonheur, qui était une artiste peintre hyper exposée, etc. Et la question, c'est pourquoi leur histoire disparaît. C'est-à-dire que non seulement c'est plus dur pour les femmes à l'époque, elle est réalisatrice, elle est en corset. Non, mais vous imaginez ce que c'est de faire ce job avec une robe, en s'étant habillée avec un corset. Enfin, c'était des sacrés nanas, quoi. Et donc, c'est vraiment très chouette cette période où on fait remonter, en fait, toutes ces femmes qui avaient existé, qui ont existé, qui se sont battues autrement que ce qu'il fallait, mais qui avaient disparu. Donc, c'est super. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Pascal. Et merci, Cécile Duflot, directrice générale d'Oxfam France et donc citoyenne, on l'a bien compris. Merci à vous.